Hello and welcome to another edition. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition des Parlons des Popotins de Cancer colorectal Canada. Cancer colorectal Canada est le principal organisme sans but lucratif de défense des droits des patients atteints de cancer colorectal Canada et Parlons des Popotins est notre série vidéo informelle ou interactive où nous informons à vous, patients atteints de cancer colorectal, survivants, aidants, familles et plus généralement à toute personne intéressée par les informations dont vous avez besoin. L'invité d'aujourd'hui pour nous parler des problèmes queer, alentour du cancer colorectal Canada de Queer in Cancer, notre bonne amie Kim Meeking. Kim est co-responsable de Queer in Cancer, un partenariat local dédié à l'amélioration des soins contre le cancer pour les personnes d'ESLGBTQI. Radiothérapeute de formation, Kim possède plus de 12 ans d'expérience en gestion d'essais cliniques en oncologie au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que plus de 5 ans dans le secteur sans but lucratif. Kim est titulaire d'une maîtrise en recherche clinique et en santé. Ses intérêts portent sur la promotion de l'inclusion dans les essais cliniques et l'amélioration des soins contre le cancer pour les populations d'ESLGBTQI+, grâce à l'éducation, au soutien des communautaires et à la recherche communautaire. Il va sans dire que je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Kim, comment ça va? Merci, Carl. Ça va très bien. Je suis très excité d'être là. Merci pour l'introduction. Et à toi et à ceux qui célèbrent, bon mois de la fierté. Bon mois de la fierté. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un sujet très riche et intéressant qui devrait être exploré à tout moment, pas juste en juin. Mais ça, c'est une des raisons que ton organisation Queer in Cancer existe. Peux-tu me parler de Queer in Cancer pour que les gens puissent savoir où vous êtes dans le portrait des OBNL de cancer? Oui, alors notre organisation Queer in Cancer a à peu près 5 ans. C'est né d'une subvention de recherche du Canada pour explorer un problème de savoir. Et le problème, c'était que les communautés d'ESLGBTQ sont souvent sorties des informations du cancer. C'est juste un peu ignoré historiquement et ça laisse la communauté isolée et elle manque du soutien crucial à l'information. Alors, Queer in Cancer est né pour adresser ce trou-là et c'est un organisme communautaire qui est géré par moi et mon épouse et on travaille avec des partenaires communautaires qui ont des expériences en cancer, des académiques, des chercheurs et c'est un projet communautaire de recherche pour créer des ressources que les patients ont besoin et veulent. Et on aussi ramasse des histoires patients pour que les gens soient moins isolés dans leur expérience avec le cancer. Et on donne aussi de l'éducation professionnelle de la santé parce que souvent c'est un morceau clé qui manque dans leur curriculum. Quand on entraîne des professionnels de la santé, souvent on leur donne pas beaucoup d'attention. Alors nous, on essaie de remplir le trou. On va discuter ça plus tard dans la conversation, mais je voulais juste dire, tout le travail que vous faites est fantastique et très important. Et une des raisons que c'est important, c'est que chez Cancer colorectal Canada, on parle beaucoup des piliers de prévention, savoir, soutien, éducation être au courant. C'est très important quand on parle de dépistage. Et dans une ancienne émission, on parlait des taux de dépistage pour le cancer. Est-ce que tu peux parler un peu pourquoi? Oui, alors, la communauté souvent va moins aller au dépistage pour le cancer et les choses comme les colonoscopies et les tests PAP pour le cancer cervical. Et ça, c'est un résultat d'un historique de mauvais traitement par la profession médicale vers les communautés de SLGBTQ, l'homosexualité qui était une maladie mentale. Oui, je pense que c'est seulement le récent des SMDV l'a mentionné. Oui, puis aujourd'hui avec les gens trans, alors
il y a un manque de confiance historique qui empêche les gens d'aller se faire dépister. Et il y avait une étude aux États-Unis récente qui regardait le dépistage de cancer colorectal dans un État et c'était 65%. Et la, la population LGBTQ, c'était à peu près 25%, alors beaucoup plus bas que la population générale. Alors, les barrières sont là parce que on anticipe la discrimination des soins de santé. Plusieurs personnes ont eu des expériences négatives qui les empêchent d'aller. Euh, c'est très compliqué parce que il y a aussi des éléments comme tu as mentionné. euh, Ce sont des dépistages intimes où on veut pas nécessairement sortir du placard ou si on n'est pas prêt ou si on connaît pas les médecins, on se sent pas confortable ou comment eux vont répondre. Alors, ça fait du sens pourquoi il y a ces barrières-là. Oui, allez-y. Oui, ou quelqu'un qui a des soins d'affirmation de genre ou des chirurgies, peut-être qu'il va, peut-être qu'ils ont une anatomie que le professionnel de la santé il s'y attend pas et on a le peur du jugement, de se sentir embarrassé. Alors, il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens se retiennent de se faire dépister. Et oui, et là, c'est un peu comme un cercle vicieux négatif où on va pas se faire dépister, les professionnels n'ont pas l'information, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la visibilité, les gens n'ont pas la visibilité. Et on va parler des ressources plus tard, mais il y a une chose que j'ai vue de, de, du RHO, oui, Rainbow Health Ontario, qu'ils ont une ressource qui était explicitement pour aller se faire dépister. C'est bon pour vous, mais juste se faire voir, être visible. Est-ce que tu as vu ça? Oui, c'est une campagne très récente et c'est super. Puis ça, c'est une chose cruciale de beaucoup de campagnes de dépistage. Elles sont souvent développées avec une lentille cisnormative ou hétéronormative, donc la majorité de la population les gens hétérosexuels ou cisgenres. Et on n'est pas représenté dans les campagnes de dépistage. Et ça envoie un message que la campagne n'est pas pour nous. Parce que si on ne se voit pas représenté, alors on ne s'engage pas avec le message. Et alors, Rainbow Health Ontario, on fait une belle campagne. Oui, puis je pense aussi que ça appelle au sentiment, au désir d'être visible. Alors, c'est pas juste pour soi, pour votre santé, c'est le pro-social. Oui, 100%. Oui, je pense qu'il y a plusieurs façons on peut avancer. On peut parler des façons d'augmenter la visibilité, la participation dans le dépistage, ou on peut parler peut-être des solutions, des pratiques, peut-être passer à travers d'autres étapes du parcours avec le cancer et où ça peut être différent pour les gens dans la communauté de SLGBTQ. Alors, j'y pensais. Je pense que c'est important de penser au traitement parce que ça peut être la chirurgie, la chimio, la radio. Et toutes ces choses-là ont des défis uniques pour la communauté de SLGBTQ et pour les professionnels de la santé qui essayent de prendre soin de la communauté. Et tu sais, pour aller pour le traitement, souvent c'est plusieurs jours. Des fois, c'est à tous les jours. Et imaginez la peur de la discrimination à tous les jours dans un hôpital. Ça peut s'accumuler. Et souvent, il y a l'expérience des micro-agressions. Peut-être on utilise le mauvais genre ou on se sert d'un nom avec lequel on ne s'identifie pas. Et ça, c'est très commun. Et ça arrive, si ça arrive à répétition, ça a vraiment un impact sur la santé mentale et physique. Des fois, ça force les gens se retourner dans le placard quand ils sont dans un environnement de soins de santé. Pas pour tout le monde, mais ça arrive. Il y a un autre endroit qu'on doit discuter, c'est le sexe et l'intimité.
pour les gens qui aiment le sexe anal ou l'intimité anale, passer à travers un traitement pour le cancer peut rendre ça impossible ou très très difficile. Et c'est très peu discuté. Il y a des gens dans la communauté vont pas se sentir en sécurité à en parler de peur de jugement. Et les professionnels de la santé ont des grosses barrières à adresser ce problème-là. Ils se sentent embarrassés, ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur d'offenser les gens. Ça peut les empêcher. Et ça peut laisser les gens isolés et ils ont de la difficulté à se faire gérer leurs effets secondaires. Et bien sûr, c'est pas juste un effet pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou les hommes gays, c'est tout le monde. C'est des choses qui reviennent souvent avec les patients, les stomies ou la colostomie ou tu sais, la chirurgie, c'est une grosse question et une partie de notre éducation, de ce qu'on fait, c'est il y a peut-être un an et demi, on a dans nos pamphlets Retour à la normale, un guide sur la sexualité et l'intimité. Et les gens ont cette inquiétude-là. Et même juste en parler, et je pense que c'est vrai, notre livre était probablement plus orienté vers la communauté cisgenre. Même si c'était unique, on a besoin de juste le normaliser à travers la population. Et comment est-ce qu'on fait ça? Oui, alors l'éducation. Alors, votre ressource a l'air d'être un morceau du puzzle très important. Et si on regarde le curriculum, je pense qu'il y a 5 heures de contenu sur la santé LGBTQ. C'est pas beaucoup. Oui. Alors, ça doit faire partie de l'éducation continuellement. Au travail, mais aussi des sources avec des bonnes réputations. Je pointerai à des sources comme sur notre site web, on a une page d'éducation. C'est des ressources gratuites et à bas coût que les gens peuvent vérifier. Un autre que je mentionnerai, c'est Princess Margaret. Ils ont un outil d'éducation très intéressant. En fait, oui, j'en regardais un aujourd'hui. C'est le guide pour le cancer pour les populations LGBTQ. C'est un très long guide sur toutes les étapes du parcours de cancer, même des ressources légales et même des subventions pour retourner à l'école après un cancer. C'est complet. Et dans plusieurs sections, Queer and Cancer est mentionné. On adore ce groupe-là et on travaille très proche avec en recherche. Alors, je vous recommande de vérifier ça. Alors, l'éducation, c'est vraiment ce dont on a besoin. Mais il y a aussi des choses comme des politiques antidiscrimination. Ça devrait faire partie intégrante de tous les processus de travail des départements pour que les gens soient protégés quand ils rentrent dans la porte. Oui, puis ça, c'est quelque chose que les professionnels de la santé devraient savoir. Comment faire leur propre éducation pour servir les gens qui ont besoin de soins et puis de faire ça le mieux possible. Oui, tous les gens en travail de santé sont là parce qu'ils veulent améliorer la vie des patients. Alors, l'autre chose, un gros morceau, c'est la communication. C'est très surprenant comment les présomptions basées sur le cisgenre rentrent dans notre vie, comme présumer qu'un homme et une femme sont mariés parce ils viennent à un rendez-vous ensemble. Tout le monde a ces biais-là de ce qu'on a appris en société. Alors, il y a un gros morceau, c'est de défaire ces biais-là. Et neutraliser le langage, enlever les langages genrés, utiliser des alternatives neutres au lieu de dire un homme ou une femme, on pourrait dire un patient au lieu
de dire hommes et femmes, on peut dire partenaires. Euh, c'est comme une habitude qu'on bâtit. Donc, changer ces habitudes-là, être capable de défaire ces biais-là. Oui, je le sais et je passe beaucoup de temps aux États-Unis, puis il y a une grande panique morale et une des choses que les gens mentionnent, c'est personne avec utérus au lieu de femme. Il trouve que c'est fou, mais en fait, c'est plus précis pour décrire. C'est plus précis en vraie vie d'utiliser ces termes neutres. Parce que les gens ont toutes sortes de corps différents. Oui, et c'est clé de se rappeler que le langage doit être médical. Ça n'a pas besoin d'être genré, mais ça doit être médical. Euh, Tu sais, ça c'est non négociable, mais le genre est négociable. Oui, ou par exemple, si je vais me faire dépister, je suis un peu nerveux sur comment le docteur va réagir, ou j'ai eu des mauvaises expériences, ou soit à cause de mon genre ou ma présentation. C'est quoi les étapes que je peux prendre pour avoir les soins dont j'ai besoin, même si c'est une situation plus difficile? Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense que certaines choses qu'on peut faire pour se donner une certaine quantité de pouvoir dans la situation et reprendre un peu de pouvoir des soins de la santé. Alors, une chose, c'est d'appeler avant et demander un double rendez-vous. Si vous avez besoin de vous assurer que vos questions sont répondues et vous n'êtes pas pressé, vous pouvez demander un rendez-vous au début, à la fin de la clinique. Ça veut dire moins de temps dans la salle d'attente parce que on peut bâtir de l'anxiété parce qu'on veut peut-être juste rentrer et ensuite partir. Un autre morceau, c'est demander à une personne en qui vous avez confiance de venir avec vous. C'est pas juste quelqu'un pour prendre des notes. Ça, c'est super important pour vous rappeler des choses, mais aussi quelqu'un qui est là pour défendre vos droits. Si vous vous sentez anxieux et on peut pas vraiment faire ça pour soi, quelqu'un qui est là et qui vont peut-être corriger les biais ou les mauvaises présomptions comme le genre. Ça peut vraiment faire une différence. Oui, allez-y. J'allais juste dire à la personne qui fait une procédure, c'est quoi le langage avec lequel vous êtes confortable, vos pronoms, votre nom, ou comment vous mentionnez comment vous appelez différentes parties de votre corps. C'est important de communiquer ça avec l'équipe pour être le plus confortable possible. Oui, chez CCC, on appelle ça l'autodéfense de ses droits. Puis juste pour référer à notre briefing avant, j'ai fait cette comparaison. Tu sais, j'ai renouvelé mon bail récemment et j'ai négocié le loyer et ils ont pas. Et ça, c'est parce que j'ai entendu il y a un mois, quelqu'un a utilisé le mot négociation de bail. Hein, on peut faire ça. Alors, je pense que on peut demander, on peut prendre de la place, créer de l'espace pour soi dans le domaine médical. C'est peurant, c'est pas facile, mais on prend le pouvoir, on prend sa place. Et c'est possible de le faire, quoique les gens ne le pensent pas toujours. Oui, et avoir du soutien pour faire ça, c'est très important. J'encourage les gens d'appeler d'avant et parler du consentement, parler du rendez-vous et planifier d'avance autant que possible. Pour ce qui est du soutien, on a parlé de la communauté pour développer du matériel, mais est-ce qu'il y a du soutien communautaire euh, que vous connaissez pour la communauté queer dans le cancer? C'est intéressant parce qu'on a vu beaucoup de croissance dans la dernière année. Et oui, il y a plusieurs groupes fantastiques qui ont des ils ont du soutien de SLGBTQ+. Alors, il y a Cancer Canada, ils ont une session mensuelle pour la communauté. C'est très informel.
et des super modérateurs. Wellspring, c'est un autre. Alors, belle mention à Wellspring. Ils ont 2 groupes de soutien. Alors, les hommes bi et queer, les femmes bi et queer, mais ils sont aussi inclusifs des trans. Euh, et c'est très informel. Et je viens. Il y en a un qui s'appelle Cole on Town aux États-Unis. N'avez-vous entendu parler? C'est spécifique pour le cancer colorectal aux États-Unis. Ils ont à peu près 100 différents forums en ligne pour le cancer colorectal. Puis il y en a un des groupes qui est pour la fierté. Euh, et j'ai connecté avec une femme trans qui a le cancer colorectal et elle a confirmé qu'ils sont très inclusifs, ils tolèrent zéro discrimination. Alors je recommande ça aussi. Oh, et super. Et pour les gens qui écoutent, le CCC offre ça. On a des groupes de soutien. On a un groupe dédié au... euh, alors, le cancer colorectal chez les jeunes ou précoces. Et ça, c'est les mardis. En tout cas, si vous allez sur notre site web, on a différentes offres. Et il n'y en a aucun qui sont explicitement des espaces queer, mais nos travailleurs sociaux sont des gens très inclusifs. Et alors, je vous encouragerais à euh, vérifier ça. Euh, une chose, c'est une, une chose au sujet de la communauté qui est très riche et intéressante, surtout pour ce qui est d'essayer de travailler avec les groupes en marge de la société, c'est dans beaucoup de cas, ce sont des communautés qui sont très proches, qui sont bâties ensemble pour des causes de nécessité, mais ils ont beaucoup de ressources ou de trucs à partager ou de tactiques. Euh, on a parlé de la communauté queer, les communautés immigrantes, et ça, c'est des ressources qui sont pour la communauté, mais aussi une base pour faire beaucoup de communication. Puis c'est très important pour les grosses organisations de leur parler et leur demander comment est-ce que vous voulez qu'on puisse parler avec vous, pour vous, dans des plus gros programmes de politique peut-être. Ça, c'est quelque chose à mentionner, c'est que les communautés sont des ressources pour les membres de la communauté, mais aussi pour la communauté canadienne at large. Et, et ça, c'est ma position très forte. Oui, je suis d'accord. Et venant de cette position, on était un groupe très petit et on représente une très petite population de gens avec le cancer, mais on doit avoir des partenariats avec des gros organismes. On doit être très proche de ces organismes pour communiquer le message. Tu sais, des gens qui ont plus d'infrastructures, de soutien et, et vraiment utiliser la puissance de notre communauté et de nos forces pour amener tout le monde vers l'avant. Oui, et une fois que les choses sont difficiles, on peut se revirer vers les gens qui savent comment c'est difficile. Et la situation idéale, c'est d'avoir ce pool de gens qui comprennent et qui grandissent et grandissent et grandissent. On a parlé du parcours de traitement, le dépistage, le traitement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais discuter pour ce qui est de la guérison ou la rémission, le post-traitement ou ces phases-là? Et je me rends compte que c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié. Pour ce qui est de la fin du traitement, souvent ça peut vouloir dire la fin du soutien qu'ils reçoivent et avec la communauté queer qui ont déjà un manque de soutien, ça fait juste rendre la situation vraiment pire. Et en tant que survivant post-traitement, il y a très très peu de ressources dans la communauté et dans cet espace-là. Oui, et je pense que ça, c'est définitivement un endroit où il y a un besoin pour plus de ressources, plus de travail. Euh, on arrive à la fin de notre discussion, de notre temps ensemble, mais
avant d'y aller, je me demande juste s'il y a quelque chose, une question que j'ai pas posée, que tu voulais que je pose, ou quelque chose que tu voulais partager, que tu n'as pas eu l'opportunité de partager. Alors, peut-être, j'appellerai à l'action pour les professionnels de la santé. Et on a besoin des alliés dans la communauté et aussi pour dire que des petites actions, ça fait une grande différence. Des petits changements dans votre langage jour le jour. Utiliser des termes moins genrés, ça fait une grande différence pour ce qui est de rendre les endroits plus ouverts. Et je dirais aussi, et la confiance, ça prend des années à bâtir. La communauté a souffert beaucoup de mauvais traitements dans le passé et cette confiance peut prendre des secondes à se briser. Alors rappelez-vous de ça dans vos interactions, bâtissez la confiance et à quel point c'est important pour vous de jouer ce rôle-là. Et merci aussi d'être des alliés. Alors je veux seconder cette mention et je te laisse dernière chose à dire. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, ton travail? Et ça, c'est en fait les deux questions. Alors, venez nous voir sur Instagram, Queer and Cancer, aussi sur LinkedIn. Ça serait les deux endroits où on interagit. Et on a un site web. Et je vais te donner mon adresse courriel à Carl pour que les gens puissent nous écrire. On adorait d'entendre de la communauté. Oui, puis je pense que dans la description, il va y avoir un lien et aussi les ressources qu'on a mentionnées comme le Princess Margaret. Et peut-être une dernière chose que j'aimerais partager, c'est que voyant toutes ces ressources, toutes ces choses-là, les gens travaillent dessus, les gens ont ça à cœur, les gens ont toi à cœur et veulent que tu sois, que vous soyez en santé. Alors, vous n'êtes pas seul et, et on vous a à cœur. Alors, sur ce, je suis Carl Binman, c'est Kim Meeking et joyeux mois de la fierté. I've been Carl Binman. This has been Kim Meeking, and happy Pride. Yay.